transmets le PowerPoint de présentation dans le courant de la semaine. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à poser des questions au cours de la présentation. Je me ferai le relais des questions que vous pourriez écrire ou n'hésitez pas à lever la main ou tout de suite parler. Magali, je te laisse la parole. Très bien, et ben bonjour à tous. Alors, je vais partager mon PowerPoint. Hop là. Voilà, on le voit bien. Oui, nous voyons, merci. Ok, très bien. Bien, en fait, ça va se dérouler un petit peu. On va avoir une petite présentation que vous a fait Marie-Odile et donc dans Stéphanie. Après, on a une présentation donc de ma part et puis je pense que Kadili, quand elle arrivera à se connecter, pourra aussi intervenir en fonction des différents slides. Et puis après 15 minutes de questions-réponses, mais n'hésitez pas à poser vos questions pendant la présentation, il n'y a aucun souci. Donc, je vais essayer de vous présenter un petit peu l'accompagnement qu'on propose aux mères allaitantes en France. Et pour cela, je voulais revenir sur quelques chiffres de l'allaitement en France, mais aussi son histoire, puisque les chiffres, vous allez le voir, sont assez bas. Et cela, certainement, est lié à l'histoire de l'allaitement en France. Et puis après, je parlerai du rôle de la PMI en général. Et puis, l'accompagnement spécifique et le soutien à l'allaitement en PMI. Alors tout d'abord, je souhaitais revenir sur les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, mais aussi de l'UNICEF. Alors que nous dit ces recommandations? Eh bien, il nous préconise un allaitement qui démarre très tôt après la naissance, dans la première heure de vie de l'enfant. Il préconise aussi un allaitement exclusif pendant les 6 premiers mois de vie. Qu'est-ce que ça signifie? Bien, vraiment que le sein et uniquement le sein, aucun autre aliment, aucun autre liquide fourni, y compris l'eau. Il faut savoir que le lait maternel comprend quand même 86% d'eau, donc le bébé est hydraté via le lait maternel. On préconise aussi un sein à la demande, des tétées à la demande, jour et nuit. Ça signifie aucun flacon, aucune tétine, aucune sucette doit être utilisée. Et à partir du 6e mois de vie, l'enfant peut commencer à manger des aliments complémentaires, la diversification alimentaire, sain et adéquate, tout en continuant le lait maternel jusqu'à l'âge de 2 ans ou au-delà. J'ai l'impression que Caddy est arrivé. Juste, Magali. Super. Et ben bonjour Caddy. Je sais pas si elle nous entend, oui, il me semble. C'est vrai elle avait du mal à se connecter. Ouais. Mais... Alors, est-ce que c'est elle? Bon. Bon, ça m'avait dit qu'elle allait me rappeler. Je suis désolée de t'interrompre, Magali. Non, il n'y a aucun Elle m'avait dit souci. qu'elle allait me rappeler, mais peut-être, effectivement, elle s'est peut-être connectée. Bon. Le principal, c'est qu'elle soit là, j'ai envie de dire. Oui. En tout cas, Caddy, si c'est toi, on ne t'entend pas. Ah, je crois l'entendre. Oui. Ouais. Bonjour Caddy. Vous allez bien? Alhamdulillah. Ça va très bien. Et vous? Bien. Bon. Vous avez réussi à vous connecter? Je suis heureuse de vous retrouver Ça a là. été. J'ai mis Oui. beaucoup de temps. Voilà. Bon. Oui. Magali vient juste de commencer et donc voilà, on continue. Voilà, j'ai commencé sur les recommandations de l'OMS et l'UNICEF, hein, donc voilà. Là, je voulais parler plus spécifiquement je me suis même pas présentée en vrai. J'ai oublié de me présenter. Moi, je suis infirmière de PMI depuis 10 ans, donc sur la PMI de Mantes-la-Jolie, donc dans l'ouest de Paris, région parisienne. Et j'ai une expérience aussi de 12 ans en réanimation néonatale au centre hospitalier de Poissy, donc dans les Yvelines aussi.
Et je suis également titulaire du diplôme interuniversitaire de lactation humaine et allaitement maternel, et ce depuis 10 ans. Ce qui me confère en fait d'être consultante en lactation. Et je suis aussi écoutante du dispositif SOS Allaitement en Île-de-France. Ça consiste en fait en des astreintes téléphoniques où on répond aux mères qui ont des questions autour de l'allaitement. Ces astreintes ont lieu tous les soirs de 19h à 22h et les week-ends matin et soir. Voilà, et ça, je suis écoutante depuis 3 ans. D'accord. Voilà, alors je voulais aussi revenir sur une enquête nationale périnatale donc, qui se fait tous les 5 ans en France. Alors cette enquête, en fait, elle recueille des informations sur l'état de santé des mères et des nouveau-nés, les pratiques médicales pendant la grossesse et l'accouchement, et les caractéristiques démographiques et sociales des femmes et des familles. Donc, elle a lieu tous les 5 ans sur une semaine en maternité et avec pour la première fois en 2021 un suivi à 2 mois de vie de l'enfant. Elle porte sur environ 13 000 à 15 000 nouveau-nés selon les années. Et en 2021, on avait 13 631 naissances et 13 404 femmes. Ces enquêtes, elles permettent de fournir des indicateurs sur la santé des mères, des nouveau-nés, donc les pratiques médicales et les facteurs de risque pour surveiller l'évolution de la santé périnatale en France, et notamment donc en matière d'allaitement maternel. Donc, que nous dit l'enquête nationale de 2021 sur le choix du mode d'alimentation avant l'accouchement? Donc, qu'avaient choisi les mères? Eh bien, sur 64,8% des mères souhaitaient un allaitement exclusif. Et 8,5% des mères souhaitaient initialement un allaitement mixte. Et quel en est le taux d'allaitement suite à l'accouchement, donc au moment du séjour à la maternité, eh bien, il est un peu plus bas que finalement le choix initial, puisqu'il descend à 56,3% des mères allaitent exclusivement leur enfant et 13,4% des mères réalisent un allaitement mixte. Et à 2 mois de vie de l'enfant, on descend encore un peu plus, à 34,4% des bébés allaités exclusivement et 19,8% sur un allaitement mixte. Est-ce que quelqu'un a des questions ou des suggestions? Est-ce qu'on a une idée des chiffres du coup au Sénégal? Est-ce qu'il y a une enquête similaire? Je ne sais pas si quelqu'un le sait. Kadi? Oui, Est-ce que vous avez ce type d'enquête périnatale où on peut effectivement faire ressortir des chiffres par rapport au taux d'allaitement maternel? au taux Ou pas? d'allaitement maternel, une enquête a été faite concernant l'allaitement maternel exclusif. C'était en 2022. D'accord. Oui. Maintenant, par rapport à cette enquête-là, on a pu voir que l'allaitement maternel n'est pas observé chez les mamans. Exclusif pour les 6 premiers mois. C'est-à-dire que les 6 premiers... J'ai pas bien Je entendu. parle par rapport à l'AME, comme on dit, l'allaitement maternel exclusif. Le constat a été fait dans la région de Matam. Vous m'entendez bien ici? Oui, très bien. Voilà, d'accord. Donc, cette enquête a montré que les femmes ne pratiquaient pas l'AME du fait de la chaleur qui existe au niveau de Matam. Parce que les femmes pensent que donc l'enfant aura trop soif, donc elles sont obligées de donner à l'enfant de l'eau. Donc, c'est pourquoi, par rapport à l'AME, donc on avait des chiffres très bas par rapport à l'utilisation. Sur 10 femmes qui allaitaient, donc 2 faisaient l'AME correctement. D'accord. Et du coup, en fait, c'est vraiment
entre guillemets que de l'eau en plus de l'allaitement ou c'est du lait artificiel? Il y en a qui utilisent le lait artificiel, il y en a aussi qui utilisent aussi bien le lait, le sein, et aussi avec de l'eau. Avec de l'eau, d'accord. Malgré les sensibilisations faites par rapport à la promotion de l'AME, parce que nous, on commence la sensibilisation juste après l'accouchement, comme on l'a dit. Mhm. Et puis, on préconise la mise au sein précoce dans l'heure qui suit la naissance. Et puis, on initie la maman à donner le sein jusqu'aux 6 mois, Oui, jusqu'aux 6 premiers mois, oui. Donc, comme je l'ai ok. dit aussi, on a les grands-mères, bon, que ce sont des croyances, quoi, Mhm. au niveau du Sénégal, qui disent que après tout juste l'accouchement, donc, le nouveau-né là doit bénéficier du tocantal, comme on le dit ici. C'est une expression qu'on utilise pour permettre à l'enfant vraiment de bénéficier peut-être du lait de chèvre Mm. qui sera peut-être utile pour l'enfant. D'accord. D'accord. Mhm. Ok. Ouais, bah ça va rejoindre un petit peu aussi nous en France. C'est vrai qu'on avait aussi, je le verrai un petit peu plus tard, mais c'était un peu le cas aussi avant. Ouais. Pour le cas, d'accord. D'accord. Mm. C'est très difficile par rapport à ces femmes-là. Pour changer cette habitude-là, c'est un peu difficile, malgré les sensibilisations qui sont déjà en cours par les acteurs communautaires, mais également par nous à travers la communication Ah, là, ça Ça a coupe. interpersonnelle. coupé. Même durant la grossesse, on commence à promouvoir l'AME. Donc, Mm. vu l'utilité qu'il y a, comme étant également connaissant l'importance du colostrum, qui est le premier vaccin chez l'enfant, et Mm. aussi ça permet de protéger contre certaines maladies, surtout diarrhéiques, mais c'est très Ouais. difficile. Il y en a aussi qui adoptent ça, il y en a qui le font, mais il y en a qui laissent aussi en cours de route, il y en a qui commencent et puis qui vont finir par arrêter. Mm. Parfois, ce qui peut être lié à ça, c'est peut-être les femmes ne sont pas tout le temps avec les enfants, elles ont tendance à aller au marché, donc il faut aller au marché. Donc, si l'enfant pleure, donc les grands-mères font tout pour donner de l'eau à l'enfant, donc à l'absence de la maman. Voilà. Ah oui. Mm. Mhm. Et comment vous avez dit tout à l'heure par rapport à cette croyance, vous avez dit que l'enfant bénéficiait de... Du tout. Vous avez utilisé, je crois. Du tocantal, c'est-à-dire, donc si l'enfant naît, bon, ça aussi, ça varie par rapport aux ethnies. Il y en a qui donnent du lait de chèvre, il y en a qui donnent des amulettes, n'est-ce pas? Il y en a aussi Mm. qui donnent du miel, il y en a aussi Ouais. qui donnent du lot de zamzam. Donc, il y a beaucoup d'ethnies. Ça dépend des ethnies qu'on retrouve, quoi. D'accord. Donc, Oui, donc avant juste de donner le sein. elle part du Hmm? principe que voilà, c'est important que l'enfant Mm. ait ça et pas que du lait maternel. Effectivement, oui. Ce sont des D'accord. croyances, quoi. Ce sont des croyances Mhm. qui sont là. Donc, c'est difficile vraiment d'enlever ça dans la tête surtout des grands-mères, des belles-mères. Mm. Mm. Voilà. Mm. Donc, D'accord, c'est intéressant. ils pensent, la plupart des belles-mères pensent que le colostrum, c'est un lait sale. Donc, il faut que vraiment ce lait finisse avant de donner le lait maternel. Donc, nous, on explique aussi à notre tour que le colostrum, c'est un bon lait. C'est très Mm. riche. Ça Ouais. permet vraiment à l'enfant d'avoir une bonne intelligence, mais également, ça permet à l'enfant vraiment de ne pas avoir beaucoup de maladies. Mais bon, comme on le dit, hein, c'est pas facile. Néanmoins, nous fournissons toujours ces efforts-là. Nous continuons Mm. aussi à sensibiliser les femmes. Maintenant, ce qu'on a commencé à faire, c'est dès la grossesse même, durant la grossesse, et c'est vraiment de promouvoir l'allaitement maternel, surtout exclusif pour les 6 premiers mois. Mm. Mm. Voilà. Mais aussi, D'accord. nous rencontrons en salle d'accouchement aussi, tout juste après l'accouchement. Donc, ces problèmes-là. Donc, si on propose à la maman de laver le sein et de donner le sein à l'enfant, donc elle nous demande, s'il te plaît, il faut attendre jusqu'à ce que ma belle-mère revienne. Donc, elle a quelque chose à mettre dans la bouche du nouveau-né d'abord, avant de donner le sein. Bon, nous, on n'accepte pas. On lave le Mm. sein Mhm. et puis on initie à la maman la bonne position à prendre pour pouvoir allaiter son enfant. Mm. Très bien. Oh, merci. Bon, ça va rejoindre un petit peu ce que je vais pouvoir dire aussi en France, hein. C'est vrai que cette histoire de l'allaitement, ça ressemble énormément à ce que tu viens de dire. Mhm. C'est Et pas voilà, facile.
Oui. Du coup, j'enchaîne un petit peu sur voilà, Mhm, la situation de l'allaitement en France est peu brillante comparée à celle d'autres pays européens actuels, hein. En tout cas, et elle mhm, a des racines historiques. Et du coup, là, j'ai voulu justement mettre en lumière un peu notre histoire mhm, parce que le passé éclaire toujours le présent. mhm, Donc, depuis l'Antiquité, en fait, on trouve dans les classes supérieures un désir, alors c'est pas très joli, mais de se débarrasser un peu des soins à l'enfant, et notamment concernant l'allaitement, hein, sur une autre femme. Donc parfois sur un autre produit que le lait de femme. Donc c'est le phénomène du recours aux nourrices que je vais détailler un petit peu plus loin. mhm, Et puis aussi le manque de confiance dans la capacité des femmes à allaiter, hein. C'est ce que aussi pouvait souligner Kadili, hein. mhm, Le premier, c'est le tabou du colostrum, effectivement, puisque tout ou presque les sociétés connues interdisaient de donner le colostrum, comme il est considéré comme impur et semblable à du pu, puisqu'en fait le lait, on avait la croyance avant que le lait était un dérivé du sang, en fait, c'était du sang blanchi. Et le colostrum plus jaunâtre n'était sans doute pas assez blanchi, d'autant qu'en même temps, la femme sécrétait, saignait en fait les lochies après l'accouchement. Donc, il y avait un petit mélange de tout ça qui faisait qu'on avait l'impression que le colostrum était impur. mhm, On a aussi des doutes sur la qualité et la quantité de lait, enfin de la qualité du lait, pardon, quand les femmes saignent, donc on a parlé, l'OCHI, mais aussi pendant les règles, et quand elles ne saignent plus, c'est-à-dire quand elles redémarrent une grossesse. C'est pareil, on a cette croyance que le lait n'est pas bon. Et mhm, puis, un doute sur la qualité et la quantité du lait, donc ça rejoint un peu ce que Gadili disait. En France, au Moyen Âge, on donnait au bébé très rapidement après la naissance des bouillies. Alors nous, ça s'appelait des papés ou des papins, car c'était souvent donné par le père. Ça veut dériver du mot père. Et la croyance populaire pensait que ces solides, qui causaient quand même pas mal de diarrhée, rendaient l'enfant plus solide. Et donc, partout et de tout temps, on a cru bon de donner au bébé, en plus du lait de sa mère, eh bien, de l'eau sucrée, du miel, des tisanes, et donc ouais, des bouillies. Et tout le résultat de cette croyance a fait que ben, l'allaitement exclusif était d'une rareté extrême. Alors, spécifiquement aussi, ce phénomène enfin, des phénomènes généraux, pardon, aux pays industrialisés, on a d'abord le salariat des femmes, puisqu'il est moins facile quand même d'allaiter lorsqu'on reprend le travail et loin de son domicile. C'est vrai que nous, en France, la reprise du travail a lieu 2 mois et demi après la naissance de l'enfant. Donc, on est loin des chiffres de l'OMS préconisés à 6 mois. Donc, voilà, ça explique aussi eh bien, les taux bas hein, d'allaitement. Il y a eu aussi le développement de l'élevage des vaches laitières, hein. Quand on produit beaucoup de lait animal, ben, on est plus tenté d'en donner au bébé. mhm, Développement aussi de l'industrie agroalimentaire, hein. On a l'implication aussi des professionnels de santé. C'est moche à dire, mais on connaît les intérêts financiers que certains y trouvent avant le décret de 1998. Ce décret, en fait, a permis d'interdire le don, enfin, à titre gratuit, d'échantillons de lait par les fabricants de lait aux familles, directement aux familles, ce qui pouvait les influencer. Et puis, il y a aussi eu une priorité assez grandissante donnée au couple conjugal par rapport à l'enfant, notamment par la religion catholique, puisqu'on préférait confier l'enfant en nourrice afin de se soumettre au devoir conjugal, de peur que les maris se tournent vers une autre femme. Et les phénomènes plus propres à la France, eh bien, on parle de ces
fameuses nourrices, hein, l'extension du phénomène des nourrices du XVIIIe au XIXe siècle. En fait, à une époque, pratiquement tous les enfants des villes étaient en nourrice. Ceux des nobles et de la grande bourgeoisie avaient des nourrices sur lieu. On appelait sur lieu, c'est-à-dire qu'en fait, les nourrices étaient au domicile de l'enfant. Par contre, ceux des artisans, des ouvriers et des petits commerçants étaient envoyés au loin à la campagne, loin de leur mère. Et en 1780, on avait un chef de la police parisienne qui supervisait les bureaux des nourrices. Alors, ce chef de la police établissait que sur les 21 000 bébés nés à cette année-là à Paris, 1000 seulement étaient allaités par leur mère. Même si ce n'était pas le cas à la campagne, celle-ci était quand même touchée, puisque les nourrices sur lieu abandonnaient leurs propres bébés pour des nourrices au rabais. C'est-à-dire qu'en fait, les mères qui étaient à la campagne venaient en ville allaiter les bébés de la ville et confier leurs propres bébés à des nourrices au rabais. Donc, de cela en découle un chiffre assez révélateur. Dans une région du centre de la France, le Morvan, on a un chiffre de mortalité d'enfants en 1860 qui est assez considérable puisqu'il est de 64%. Contre 17% pendant le siège de Paris, où là, les femmes, en fait, sont restées en campagne, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas pu aller à Paris, et sont donc restées s'occuper de leurs enfants. Donc, ça a engendré énormément de mortalité. Et 71% aussi de mortalité chez les enfants qui étaient envoyés chez une nourrice à la campagne en 1885, et 90% pour des enfants abandonnés confiés à une nourrice. Donc ça, c'est vraiment des enfants dont les mères abandonnaient vraiment l'enfant et étaient confiés du coup à une nourrice pour qu'il puisse se développer. Donc, deux conséquences à cela, on a donc une image dévalorisée de l'allaitement associée à une activité un peu mercenaire et faite par une domestique. Finalement, ce n'est pas, c'est pas très courant qu'une mère de la noble bourgeoisie, de noble ou de bourgeoisie, de la grande bourgeoisie, allaitait, elle confiait cette tâche, entre guillemets, à une domestique. Et puis, la deuxième conséquence, c'est qu'elle associe aussi l'allaitement à des taux de mortalité assez effrayants. Les nourrices qui étaient censées allaiter leurs bébés confiés, c'était loin d'être toujours le cas, c'était des nourrices pour au loin, quoi. Donc, elles n'avaient pas du tout visibilité sur ces nourrices-là. Donc, la seule parade qu'on connaissait, c'était de bien choisir la nourrice, où on avait recours aux expériences d'alimentation artificielle, qui d'ailleurs a été un désastre jusqu'au 19e siècle, puisque l'hygiène n'était pas ce qu'elle est maintenant. Maintenant, voilà, après une meilleure hygiène générale et une attention apportée sur la qualité du lait donné, on a eu une diffusion importante du biberon et donc une baisse de la mortalité infantile. Ce qui n'arrange pas, du coup, la valorisation de l'allaitement. Et encore spécifique aussi à la France, c'est une tendance majoritaire du féminisme français des 40 dernières années, puisque le féminisme est un peu égal à la liberté de la femme, et donc la maternité était plutôt considérée comme de l'esclavage pour ces féministes, et l'allaitement, un esclavage puissance 10, du coup. Et puis aussi, on a une tendance aussi à la valorisation de l'autonomie précoce de l'enfant et à une phobie de tout ce qui ressemble à la fusion et à la symbiose mère-bébé chez les professionnels de santé qui ont peur de la séparation mère-bébé qui serait plus difficile avec l'allaitement, donc chez les psychologues, les travailleurs sociaux et les personnels de la crèche. Alors là, c'est un bref
bref rappel, on va dire, des avantages de l'allaitement. Alors, l'allaitement est parfait comme il est. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, il contient 86% d'eau, beaucoup d'anticorps, et puis il s'adapte aussi aux besoins du bébé en fonction du temps, enfin, de l'âge aussi de l'enfant, mais aussi des saisons, c'est-à-dire que quand il fait chaud, eh bien, le lait contiendra plus d'eau, et quand il fait plus froid, comme chez nous actuellement, le lait va être plus riche en graisse voilà, pour que le bébé puisse avoir la graisse importante en hiver. Et puis aussi en fonction enfin, de la journée, hein, le bébé va peut-être plus avoir soif le matin, plus avoir faim l'après-midi. Le lait s'adapte en fonction des tétés. Magali, Oui, pardon. Oui. excusez-moi, je voudrais juste intervenir. Mm. Je vous écoute, Si ouais. Voilà. Par rapport aux avantages du lait, vous avez parlé tout à l'heure de 90% d'eau. Oui. Le sein contient 80% d'eau, le lait maternel. Donc, nous, par rapport toujours dans la région dans laquelle je sers, donc, pour prouver à ces femmes-là que le lait Mm. contient 90% d'eau, on prend juste une tasse, on amène du lait en poudre, on amène du l'eau. Et puis, on le dit. Maintenant, puisque à chaque fois, vous dites qu'il n'y a pas d'eau dans le lait, essayez de prendre le lait en poudre, mettez cette quantité de lait là dans la tasse, mettez de l'eau et puis remuez. Dès qu'elles font l'expérience, je leur demande qu'est-ce que vous avez trouvé. Elles me répondent, il y a du lait. Maintenant, j'ai dit, est-ce que vous arrivez à comparer le lait et l'eau mis dans la tasse? Donc, elles me répondent que non, on n'arrive pas à voir l'eau. N'est-ce pas? Bah oui. Donc, je Bah leur oui. dis, donc, dans le sein, c'est comme ça. Donc, il faut vous rassurer. Dans le lait, il y a 90% d'eau. Donc, s'il vous plaît, il ne faut pas donner encore de l'eau à l'enfant durant les 6 premiers mois. Donc, le lait maternel suffit pour les 6 premiers mois concernant vraiment l'alimentation de l'enfant. Donc, néanmoins, il y a toujours qui croient, il y a aussi qui ne croient pas, mais quand même, nous continuons à renforcer vraiment la sensibilisation concernant la pratique de l'AME. Oui, puis c'est important effectivement d'avoir des supports assez pratiques, parce que c'est vrai que on a beau dire les chiffres, parfois ça parle pas, et nous, enfin nous aussi, hein, c'est vrai que lorsqu'il fait chaud, et je pense qu'il fait moins chaud chez nous, les mères ont tendance à donner de l'eau aussi en complément, et c'est beaucoup, enfin les questions reviennent souvent: est-ce que je dois donner de l'eau à mon bébé lorsqu'il est allaité? Et c'est vrai que c'est pareil, on dit, bah, on a tendance à dire non, non, enfin, le sein suffit. Mais ouais, c'est vrai que ça reste ancré, hein. Malheureusement, quand les croyances sont là, on a du mal à les désancrer. C'est pas facile, hein? Non, non, non. Désolé quand même. Oui, on lutte, on lutte. Pour en revenir donc aux avantages, on sait aussi que ça permet aussi un développement de la flore digestive et du système immunitaire, hein, qu'on peut aussi rejoindre avec le 5e avantage qu'on voit sur la diapo, les protections contre les maladies. On sait aussi que ça développe le cerveau, la mâchoire, donc ça va être intéressant pour la mastication lors de la diversification alimentaire, l'apport d'aliments solides. Mais l'allaitement, ce n'est pas que le fait de nourrir l'enfant, c'est aussi un réconfort, une sécurité affective, une construction identitaire de l'enfant. Cela permet de protéger aussi la mère de certaines pathologies. Ce lait est gratuit, disponible et éco-responsable.
Alors, est-ce qu'il y avait des questions avant que je passe à l'accompagnement en PMI? Non, c'est bon. Je continue. Peut-être qu'il y aura des questions par la suite. Par la suite, Oui, ouais. oui. Je vais continuer. Donc, la PMI, c'est un service de protection maternelle et infantile. C'est un service départemental qui est chargé d'assurer la protection sanitaire de la mère et de l'enfant. Nos missions, donc, c'est d'accompagner les parents, les futurs parents, donc avant et après la naissance de l'enfant. D'avoir des actions aussi de soutien à la parentalité. On effectue aussi le suivi médical et de santé des enfants de 0 à 6 ans, plus particulièrement les enfants de 0-2 ans au moment des vaccinations, mais aussi, on voit aussi des enfants à 4 ans dans les écoles maternelles. On fait un bilan de santé systématique. Et puis, on a un rôle aussi dans la protection de l'enfance. Alors, notre rôle chez l'enfant en tant que puéricultrice, en tout cas, je n'ai pas vraiment parlé des sages-femmes, mais voilà, je me suis plus axée sur mon rôle. Raison, ton rôle. Donc, on va avoir une surveillance staturo-pondérale de l'enfant. On va surveiller le rythme alimentaire, de sommeil, donner des conseils concernant l'éveil de l'enfant et avoir aussi un regard sur l'éveil de l'enfant. On apporte aussi pas mal de prévention sur notamment la mort inopinée du nourrisson, prévention des écrans, des virus notamment hivernaux, du syndrome du bébé secoué, et puis les enfants quand ils grandissent aussi sur les accidents domestiques. On va pouvoir aussi donner des conseils éducatifs, avoir recours aussi à la vaccination, la prévention et le dépistage aussi de la dépression du postpartum, les troubles du neurodéveloppement, troubles du langage et l'hygiène bucco-dentaire pour les enfants un petit peu plus grands. Alors, nous sommes une équipe pluridisciplinaire, à commencer par l'accueil des familles par les assistantes administratives, le suivi de la grossesse par les sages-femmes, le suivi médical des enfants par les médecins, alors suivi aussi infirmier par les infirmières puéricultrices et puis soutien à la parentalité. On a aussi quelques éducatrices de jeunes enfants qui peuvent proposer des ateliers pour les tout petits de 0-3 ans avant l'école. Notamment, nous, on appelle ça des ateliers d'éveil, où voilà, elles proposent d'accueillir des familles dont les enfants ont entre 0 et 3 ans et proposer des activités ou des idées de jeux pour ces enfants-là. Et puis, quelques consultantes en lactation aussi. Alors, plus spécifiquement, la consultante en lactation peut proposer des consultations allaitement pour les futurs parents. Donc, ça, ce sera en prénatal, en préparation à l'allaitement. En général, on y parle, en fait, on échange sur le projet de la famille en matière d'allaitement que souhaite la mère et le père d'ailleurs. Un allaitement mixte, un allaitement exclusif, quelle durée de l'allaitement ils envisageaient. Alors l'idée, c'est pas de mettre une pression en faveur de l'allaitement, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est d'apporter une information éclairée. Si c'est sur un allaitement mixte, ben voilà, on essaye d'apporter le plus d'éléments possible, le plus d'informations possible, afin de faire comprendre que l'idée est quand même de bien faire démarrer l'allaitement avant de pouvoir proposer autre chose que le sein. Alors, on rappelle aussi les recommandations de l'OMS, si les familles ne les connaissent pas, les bénéfices pour la mère et l'enfant. Ça passe aussi par la physiologie, l'anatomie de l'allaitement, parce que ça permet aux parents de mieux comprendre comment cela fonctionne
et de se questionner sur la pratique de l'allaitement, quand il faut s'inquiéter ou pas s'inquiéter. On donne aussi une définition de l'allaitement à la demande ou d'un allaitement mixte aussi. Il peut nous arriver aussi de parler du tire-allaitement quand les mères ne souhaitent pas forcément mettre leur bébé au sein, mais souhaitent quand même donner leur lait. On peut avoir recours au tire-allaitement. On va aussi aborder l'installation de la mère et du bébé au sein, une bonne position de la mère et une bonne position du bébé au sein. Qu'est-ce que cela signifie? On va parler aussi des signes d'une tétée efficace. Est-ce que le bébé déglutit bien? On l'entend bien déglutir. Est-ce qu'il est repu après la tétée? Est-ce qu'il a les urines, les selles sont fréquentes, régulières? Est-ce qu'il y a une prise de poids qui est évolutive? Tout ça sont les signes d'une tétée efficace. On va parler éventuellement de petites difficultés qu'elles peuvent rencontrer, notamment au début des petites douleurs, et quand il faut s'inquiéter de ces douleurs ou pas. Alors en général, j'aborde pas, moi, en tout cas, les grosses difficultés parce que ça peut être un petit peu inquiétant pour les mamans, donc je les aborde pas. Mais voilà, les petites douleurs au début, ça peut être partiel, enfin pas partiel, mais temporaire, mais elles ne doivent pas durer dans le temps. Et puis, on donne aussi des informations sur les personnes ou des documents ressources, voilà, si elles ont besoin par la suite. Et en post-natal, on peut aussi accueillir les familles, et notamment les mères allaitantes. Alors, différentes raisons pour lesquelles on peut les accueillir. Certaines mères souhaitent nous rencontrer parce qu'elles ont des questionnements sur le démarrage ou la conduite de l'allaitement. Elles s'inquiètent de savoir si elles ont suffisamment de lait. C'est souvent ce qui revient, hein. Est-ce que j'ai assez de lait? Est-ce que le rythme alimentaire de l'enfant est correct? Est-ce qu'il boit suffisamment ou trop ou pas assez? C'est souvent des questions qui reviennent, même si elles rencontrent aucune difficulté à côté de ça. Alors on peut, le plus gros de notre accompagnement, c'est sur les difficultés de l'allaitement, c'est-à-dire des mères qui ont des crevasses, des engorgements, des mastites, des abcès du sein, des réflexes d'éjection forts. Et qu'est-ce que j'aurais oublié? Oui, et puis aussi des mères qui souhaitent retourner sur un allaitement exclusif alors qu'elles ont elles ont un allaitement mixte pour diverses raisons. C'était leur choix ou ce n'était pas vraiment leur choix puisque le bébé prenait pas suffisamment de poids, donc recours au biberon, et elles souhaitent revenir à un allaitement exclusif. On peut accompagner aussi sur apporter des renseignements sur la compatibilité des traitements médicamenteux lorsque la mère a besoin d'un traitement et qu'elle allaite. Voilà, on peut apporter des renseignements à ce niveau-là. On peut aussi accompagner les mères au sevrage, que ce soit pour une reprise d'activité, une reprise du travail, ou tout simplement parce que c'est leur choix. Et qu'est-ce qu'on entend par sevrage? Est-ce que c'est un allaitement mixte? Est-ce que c'est un tire-allaitement? Est-ce que c'est un arrêt progressif de l'allaitement? Et puis on peut accompagner sur le sommeil de l'enfant puisque en fait on met beaucoup le sommeil l'allaitement et le sommeil de l'enfant sont souvent très liés, et on met toujours un petit peu en avant, c'est parce que j'allaite que mon bébé ne dort pas la nuit. Or, voilà, on sait que les bébés ont des rythmes quand même différents d'un adulte, et que allaiter ou pas, un bébé, ça ne dort pas forcément complètement la nuit. Donc, c'est pas forcément lié à l'allaitement. Voilà, je pense que j'ai fini. Ouais, je pense que
j'ai à peu près tout dit. Moi, déjà, merci Magali. Je ne sais Merci, pas oui. je sais pas si Caddy voudrait rajouter quelque chose, mais j'en profite pour prendre la parole. Alors, c'est vrai que moi, quand tu expliques en PMI comment tu travailles, moi, je me dis qu'on a vraiment une chance, puisque parfois, les mamans que je suis pendant la grossesse en tant que sage-femme, les mamans que je suis se posent des questions par rapport à voilà, l'allaitement, soit elles ont eu une mauvaise expérience, soit il y a des on-dit aussi par rapport à l'allaitement, elles ont des craintes. Et du coup, les orienter vers Magali, ça permet d'avoir un temps vraiment dédié, voilà, où Magali va expliquer le fonctionnement. Voilà, peut-être qu'elles n'allaiteront pas, mais au moins, comme tu dis, elles ont toutes les informations et Pour faire leur puis choix. rassurer. Voilà, rassurer aussi de se dire, je pourrais revenir. Voilà, je sais que je vais être accompagnée au besoin. Donc, c'est vrai que c'est une chance d'avoir ce temps dédié. Merci. Mais c'est vrai que bon, Caddy, tu le dis, tu le fais quand tu leur expliques l'intérêt, effectivement. Voilà, il y a de l'eau dans le lait maternel. C'est vrai que moi, j'ai la chance de pouvoir me concentrer sur les consultations et de les orienter vers Magali. Et du coup, on scinde un petit peu les deux, mais ça montre aussi voilà, le travail en équipe. Mm. Je sais pas, Caddy, si tu avais des choses à rajouter, c'est vrai que c'était intéressant aussi. Allô? Je peux Oui, intervenir? oui. Félicitations Magali pour cette belle présentation. On a beaucoup appris, hein? Ah, merci. On a beaucoup appris, j'ai beaucoup appris personnellement. Merci beaucoup. Donc, nous, c'est un peu différent par rapport à ce que vous faites. Bon, par rapport au PMI, on n'en a pas beaucoup. Ouais, d'accord. Il y Mais en a quand néanmoins, même? oui, il y en a, il y en a, D'accord. il y en a, il y en a. Quand je dis il y en a, c'est par rapport aux conseils que nous donnons. Donc, parfois, on reçoit des couples qui veulent vraiment savoir par rapport à la grossesse, mais également par rapport à l'allaitement. Et nous donnons ces conseils-là, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, nous les préparons par rapport à la grossesse. Et dès que la grossesse s'installe aussi, nous allons parler par rapport à l'allaitement. Même durant des consultations prénatales, je l'ai dit tantôt, nous préparons la femme pour qu'elle puisse vraiment adopter l'allaitement, surtout l'allaitement exclusif durant les 6 premiers mois. Comme vous le savez, moi, par rapport aux avantages énormes que l'allaitement exclusif a. Maintenant, le problème qu'on a, c'est par rapport toujours à l'alimentation. Puis c'est pendant une grossesse, comme vous le savez mieux que moi, donc nous devons avoir nos 3 repas, mais plus les 2 collations, n'est-ce pas? Donc, après l'accouchement aussi, donc l'âme a tendance à manger beaucoup plus pour vraiment avoir du lait. Donc, je me juste poser une question par rapport à ça. Et c'est le même cas au niveau de France par rapport aux femmes allaitantes pour avoir une bonne production de lait. Alors, c'est vrai que moi, ce que j'avais appris, c'est que, en fait, l'alimentation de la mère, bon, elle doit être équilibrée et variée, mais tout autant que pendant la grossesse. Mais en soi, en fait, c'est pas forcément l'alimentation de la mère qui va déterminer la qualité et la quantité du lait, puisqu'en fait, si la mère a une alimentation qui n'est pas variée, qui n'est pas équilibrée ou insuffisante, ça va plus jouer sur son état de santé à elle, à la mère, que le lait, puisque le lait va être une priorité pour le corps. C'est vraiment la priorité du corps lorsque la mère vient d'accoucher. Donc c'est plus sur l'état de santé de la mère qui va être plus préoccupant. Voilà, elle va être plus fatiguée. Après, effectivement, après ça peut jouer, mais loin derrière, quoi. Ça va jouer sur l'allaitement, mais longtemps après. Il faut vraiment que la mère ait une alimentation déséquilibrée ou pas suffisante, peu suffisante pour qu'il y ait un impact sur le lait. Effectivement, c'est plus sur la santé de la femme. On a parfois des mamans qui sont anémiées. Oui, voilà. Donc, on va les supplémenter en fer. De toute façon, voilà, après l'accouchement et souvent le temps de l'allaitement en fonction. Surtout pour celles qui auront une alimentation déséquilibrée quand même, parce que ça va avoir un impact sur leur santé à elles. Donc voilà, par rapport à cette santé-là, donc c'est ce que je voudrais vraiment intervenir.
Parce que quand on a, par exemple, une femme qui est malnutrie durant l'allaitement, donc ce qu'on nous, on a comme pressentiment, ce qu'on a comme jugement, on dit que puisque la femme ne mange pas, donc elle n'aura pas forcément de lait. Nous, on joue aussi par rapport à la sensibilisation. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Donc, nous essayons de renforcer cette sensibilisation pour leur dire que vraiment, il faudra bien s'alimenter, mais néanmoins, il faut donner à l'enfant le lait, le sein, pour que vraiment qu'il y ait une production du lait. Donc, c'est à force de donner le sein à l'enfant que le lait va se produire. N'est-ce pas? Oui. Donc, il y en a qui pensent que puisqu'elles n'ont pas mangé toute la journée, ou bien aussi, peut-être, elles ont mangé une fois dans la journée, donc elles n'auront pas de lait forcément. Donc, c'est ça. Oui, non, c'est vrai que ce c'est nous rencontrons. pas forcément vrai, C'est ouais. ce que nous, C'est ouais, voilà, ce que je rencontre. Maintenant aussi, on a vu aussi par rapport aussi à l'engorgement mammaire, ça reste un problème, comme je l'ai dit aussi dès le début de l'exposé. Donc, il y a beaucoup de femmes qui disent qu'elles attendent de leur belle-mère, retour de leur belle-mère pour qu'elles puissent donner le sein à l'enfant. Donc, ce qui fait que, toujours par rapport à ces préjugés qu'ils ont du mauvais cholestérol, donc si on fait ressortir la femme de la maternité et qu'elle rentre, il peut rester là-bas 2 jours sans donner le sein à l'enfant, n'est-ce pas? Donc, comme supposé dire qu'il faut que le mauvais lait sorte, donc on a des engorgements et puis au fur et à mesure, ces engorgements vont donner ce qu'on appelle les seins infectés. Là aussi, c'est aussi un problème. Mais on a vu aussi par rapport au lait de chèvre que les femmes donnent parfois aux enfants. Donc, il y a des notions de diarrhée. Donc, vraiment, pour vraiment donner des malnutritions, voire pas également des mortalités par rapport à l'enfant. Ce que j'ai noté aussi par rapport toujours à l'allaitement chez les femmes ici. Donc, nous, on parle de 5 moments critiques. Donc, ce qu'on conseille aux femmes là, dès que la femme, avant de donner le sein, après avoir été aux toilettes, de se laver les mains, mais également après être revenu de marcher ou bien d'une course, de se laver les mains. Mais également aussi, on a vu que beaucoup de femmes, dès qu'elles sont occupées par le travail, l'enfant peut rester plusieurs heures à pleurer, donc sans que la maman ne puisse lui donner le sein. Là aussi, ça peut vraiment jouer par rapport à la santé de l'enfant. Oui, c'est sûr. Ouais. Donc, nous, ce que nous faisons comme d'habitude, donc juste renforcer la sensibilisation par rapport à ça. C'est pas facile quand même. C'est pas facile de changer une habitude ou bien vraiment je sais pas comment l'appeler, l'habitude que les femmes ont, mais nous continuons vraiment à sensibiliser pour que les femmes puissent adopter une bonne alimentation à l'enfant. Alors, je sais pas vous, mais nous, ce qu'on rencontre aussi comme difficulté, c'est l'information, parce que l'information des professionnels de santé, certains professionnels de santé ne sont pas forcément formés et du coup, c'est vrai enfin moi je vois beaucoup de mères qui arrivent assez attristées puisqu'on leur a dit qu'elles n'avaient pas suffisamment de lait, qu'il fallait mettre en place des biberons. Enfin, c'est plutôt le contraire par rapport à vous finalement, où voilà, on a des professionnels de santé qui vraiment, comme je l'ai dit au début, ont un doute sur la qualité et la quantité de lait et la capacité à allaiter. Donc, on lutte aussi beaucoup pour ça, parce que c'est des professionnels de santé qui, malheureusement, ont un petit bagage par rapport à l'allaitement dans leur formation et qui font comme ils peuvent, mais du coup, voilà, donnent des informations erronées aux mères. D'où notre chiffre d'allaitement mixte assez important dès la sortie de la maternité. D'accord. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? N'hésitez pas. C'est que c'était bien clair. On a appris beaucoup de choses des deux côtés. Marianne qui pose une question. Oui.
Bonjour, Allez-y. après, Oui. j'ai pas une question en tant que telle. Je tiens à remercier Magali pour sa présentation, c'était clair et intéressante, ainsi que Khadi pour ses interventions pertinentes, notamment pour la partie concernant le Sénégal. Je voudrais surtout faire une suggestion concernant l'organisation des prochains webinaires parce que j'ai reçu plusieurs retours des personnes qui souhaitent participer, mais ils ont des problèmes avec Microsoft Teams, en particulier lorsqu'ils sont connectés de leur téléphone. Du coup, je voulais savoir si on pouvait envisager d'utiliser Google Meet. Je pense que ça peut être plus facile. Après, je ne suis pas sûre pour la fonction enregistrement, puisqu'on a l'habitude d'enregistrer les séances. On travaille ça, Mariam, avec le service informatique parce que nous, on n'a pas Google Meet. C'est-à-dire qu'il faut avoir un compte Google et notre adresse mail professionnelle n'est pas connectée à Google Meet. Enfin, si c'est comme ça que je comprends. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on utilise nos adresses Gmail si par hasard on avait des adresses Gmail. Donc ça nécessiterait voir au potentiellement niveau une manipulation de de notre la part. DSI. Ouais, je sais pas. D'accord. J'arrête l'enregistrement parce qu'en fait on parle technique, ce qui n'est pas forcément très intéressant.